mọ́tò 150,000 ẹni kó má takú lóru. Eddie Jones, Eddie Jones, ẹgbẹ́ tí ilẹ̀kẹ̀ Jones. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Quand on parle de série du regretté Marvel Cinematic Universe, on pense entre autres à WandaVision, qui malgré sa fin en demi-teinte, avait un délire assez original, Loki, dont la saison 2 était littéralement un non-événement, qui aurait pu être résumé en un épisode à la fin de la première, Moon Knight, qui était à chier, sincèrement, Miss Marvel, qui commençait bien, mais qui a fini en parodie Nickelodeon, ou encore She-Hulk, sur laquelle j'éviterai de donner mon avis pour ne pas être vulgaire. Echo, c'est quoi ça? Mais derrière tous ces navets se cache une pépite qui n'a malheureusement pas bénéficié de la même exposition médiatique à cause de son format animé qui lui donne l'aspect d'un spin-off dispensable pour un public plus jeune alors qu'il n'en est rien. Il s'agit de l'excellent What If qui a été une véritable claque pour moi à sa sortie en 2021, non seulement visuellement par son animation plus que magnifique avec cette 3D cel shaded, mais surtout par son histoire aux multiples easter eggs qui a paru à l'amateur de lore que j'étais comme un dessert venu récompenser ceux qui ont religieusement suivi les différents films du MCU jusqu'à Endgame. J'ai donc décidé d'en faire la review dans cette vidéo pour me remémorer avec ceux qui l'ont suivi les moments iconiques de cette série. Commençons par le premier épisode qui m'introduisait au concept des What If que je ne connaissais qu'au travers d'anecdotes. Passé le discours du Watcher qui m'avait donné ce frisson épique que je ressentais au début des films de l'époque, ce fut un véritable plaisir de revisiter l'histoire de l'excellent film Captain America, un peu comme dans Endgame mais à un autre niveau. Non seulement l'histoire de Captain Carter était super intéressante avec des clins d'œil aux événements qui auraient dû arriver dans la timeline normale. Ça pourrait être pire. Flynn aurait pu vous envoyer en campagne de recrutement avec un costume ridicule et l'obligation de sourire des dizaines de fois par jour. Mais chacun des personnages avait son importance dans l'intrigue, du père d'Iron Man à l'escouade de Bucky, en passant par Steve Rogers qui n'avait visiblement pas froid aux yeux de flirter avec une meuf qui pouvait le casser en deux. Ah, la belle époque où le wokisme n'avait pas encore envahi le MCU. On enchaîne sur le deuxième épisode qui est mon préféré de la saison avec son concept de challenge Star-Lord. Son origin story est magnifique et il pète la classe dans ce rôle, encore plus quand on apprend qu'il a converti et recruté l'ennemi ultime de la saga. J'ai pété une durite dans le bon sens quand je l'ai vu en mode Hakuna Matata. Mais ma plus grande surprise a été le combat contre le collectionneur, plus charismatique que jamais, avec des artefacts iconiques de héros et de vilains de la saga. La conclusion de cet épisode était particulièrement jouissive, avec l'instant émotion lorsque le fils prodige est rentré auprès des siens. J'ai également adoré l'épisode 3 qui nous plongea au cœur d'une enquête où les Avengers initiaux trouvaient mystérieusement la mort les uns après les autres. Le plot twist de cette intrigue était sacrément bien pensé. La belle époque où Marvel nous sortait encore des scénarios intéressants. L'épisode 4 m'a fendu le cœur avec la fatalité à laquelle le Docteur Strange n'a pas pu se résoudre et la catastrophe qu'il a engendrée derrière. C'est aussi la première fois que le Watcher interagissait avec les personnages de l'histoire, renforçant davantage son aura divine. Mention spéciale à ma séquence préférée de l'épisode, celle où Strange absorbe des créatures mythiques les unes après les autres. Une sorte d'arc entraînement nimbé de démonologie. C'était jouissif. Le bad trip a continué dans l'épisode 5, prenant place dans un monde envahi par les zombies, un classique dont j'avoue ne pas être très fan, sauf dans High School of the Dead. Mais contre toute attente, j'ai passé un assez bon moment, déjà parce que le personnage principal de cet épisode n'était autre que Spider-Man, mon héros préféré, mais aussi parce que les péripéties étaient palpitantes, avec à chaque fois un perso qui se sacrifiait pour que l'équipe continue. Mention spéciale à la menace la plus terrifiante de leur monde, la Wanda Zombie. L'épisode suivant m'a également fait lâcher un gros What
quand j'ai vu Killmonger sauver Tony Stark au début du film Iron Man. Là, j'ai vraiment senti la vibe What If. Mais j'ai beaucoup moins apprécié la suite quand je me suis rendu compte qu'on suivait cette fois l'ascension d'un vilain qui manipulait tous ceux qui croisaient son chemin avant de les éliminer une fois qu'ils ne lui servaient plus. N'empêche qu'il était quand même cool, surtout quand il a dit qu'il kiffe les mangas. J'adore les mangas. C'est pas grave, au pire on se retrouvera avec le Goldorak le plus cher du monde. L'épisode 7 était un pur shot de fun avec le jeune Thor qui ne pensait qu'à faire la fête. C'était incroyable de le voir ramener ses potes d'un peu partout dans l'univers, en particulier cette version alternative de Loki qui a visiblement grandi chez les géants des glaces. Et que dire de son clash avec Captain Marvel qu'il a fini par remettre à sa place en la traitant de plombeuse d'ambiance. Parce que tu es une plombeuse d'ambiance. Même la conclusion de cet épisode était à mourir de rire avec toute cette clique cosmique qui rangeait le bordel qu'ils avaient causé sur Terre avant l'arrivée de la daronne. De quoi détendre l'atmosphère avant le grand final qui se profilait à l'horizon. Au début de l'épisode 8, je n'étais clairement pas prêt pour ce que j'allais voir. Déjà qu'il commençait sur une énième histoire sombre où l'humanité fut exterminée par un Ultron qui avait atteint son objectif à la fin du film Age of Ultron, à l'exception d'Hawkeye et de Black Widow qui cherchaient un moyen d'en venir à bout. Leur aventure dans ce monde post-apocalyptique était vraiment intéressante avec le sacrifice de Clint qui était plus que mémorable. Ultron a quant à lui été le GOAT du show, d'abord de la manière dont il a éliminé Thanos à la seconde où il a débarqué sur Terre avant de récupérer ses pierres, puis par sa campagne d'extermination de tous les peuples qu'on avait croisés au cours des différents films. Ce niveau de démesure était déjà inédit dans le MCU, mais ce n'était que le début des dingueries. Cette scène à elle seule résume la quintessence du niveau d'écriture d'un multivers. L'accomplissement de sa tâche avait failli le détruire. Mais une fois sa mission accomplie, Ultron n'était plus qu'un programme sans but. Un soldat privé de guerre, condamné à rester seul pour l'éternité. Qui a dit ça? Et se nourrissant du silence infini de son univers, Ultron développa un niveau de conscience qui n'avait encore jamais été atteint. Il devint capable de percer le voile et de contempler l'intégralité. Je te vois. Ah, l'affrontement avec le Watcher était incroyable. Jusque-là, on m'avait parlé d'entités cosmiques, mais c'était autre chose de les voir en action. Tellement Ultron avait traumatisé cet être qui se croyait au-dessus de la création, qu'il a été obligé de fuir dans la dimension de poche du Strange qu'il avait jugé quelques épisodes plus tôt. Il n'avait plus le choix. Pour gérer cette menace, il fallait qu'il forme l'équipe des Avengers ultimes. À l'entame de l'épisode final, qui peut dire qu'il n'a pas eu des frissons tout au long de cette séquence où le Watcher apparaissait de nulle part avant de dire « Vous avez été choisi. » Mention spéciale à ce mercenaire qui m'a tué avec son accent canadien. Pas mal du tout. J'avoue que j'ai ressenti le même frisson épique que durant Infinity War quand j'ai vu ces versions alternatives de nos héros interagir entre eux. Avec ce setup, on ne pouvait s'attendre qu'à un affrontement final plus que grandiose. Et je n'ai pas, mais alors pas du tout été déçu. Que ce soit pendant la scène où Ultron déclenche une explosion galactique, que le suprême Strange attrape dans la paume de sa main avant de l'avaler, ou le Battle Royale contre Ultron avec une version remasterisée du jeu de la balle Dance Game. C'était bien. La conclusion de la bataille était également bien ficelée avec le move du charismatique Arnim Zola et son clash avec Killmonger prévu depuis le début pour qu'il se neutralise. La saison se conclut alors sur une happy end pour la Natasha de l'univers d'Ultron que le Watcher envoie dans l'univers de l'épisode 3 ainsi que pour Peggy Carter qui retrouva son amoureux de toujours. Un final parfait pour une saison parfaite. À l'annonce de la saison 2, j'étais excité comme une puce à l'idée de retrouver cette série qui allait plus loin que n'importe quelle production du MCU. Mais on dirait que pour cette suite, l'équipe de l'anime a manqué de support
substance pour étoffer son éventail d'histoires alternatives, vu le peu de nouveaux éléments et surtout d'éléments qualitatifs qu'ont apporté les phases 4 et 5 du MCU. Cela a fatalement conduit à une saison 2 qui était beaucoup moins intéressante, avec un premier épisode qui était bien mais sans plus, puisque centré sur des personnages dont on s'en fout un peu. Le deuxième épisode nous faisait découvrir une nouvelle histoire alternative de Star-Lord, où Ego, en pleine réalisation de son projet d'expansion, fut stoppé par des Avengers d'un autre temps. Même si l'histoire s'accentuait une nouvelle fois sur des personnages tertiaires, il faut avouer qu'elle n'était pas sans intérêt et qu'ils ont encore une fois réussi à me surprendre avec le Cosmic Railgun de Peter Quill en référence au manga Yu Yu Hakusho. Je ne m'attarderai pas sur le troisième épisode qui est littéralement une blague de Noël où Happy Hogan obtient les pouvoirs d'Hulk. Qui ça intéresse? Au moins le quatrième épisode relevait un peu le niveau avec l'histoire manquante de la saison 1, celle de la Gamora ayant participé à la bataille contre Ultron et de son acolyte Iron Man. C'était assez drôle de retrouver le Tony Stark de la fin du premier Avengers vivre les péripéties de Thor sur Sakaar avec cet enfoiré de grand maître. J'ai également surkiffé le concept des courses de chars qui changeaient des combats à répétition. C'était vraiment n'importe quoi. Échec dans la face du grand maître. Échec pour Thanos. L'épisode suivant introduisait ce qui pour moi fut le gros point noir de cette saison 2 dont les réalisateurs avaient visiblement conscience. Je ne vois pas l'intérêt de revisiter une histoire alors qu'il y en a une infinité à raconter. Je parle de Captain Carter qui a pris une trop grande importance dans cette seconde partie au point d'en devenir le personnage principal. Mais on en reparlera plus tard. Après un nouveau clin d'œil aux événements des films, Courir en rond autour d'un bassin, c'est pas mon truc. on retrouve notre chère Peggy Carter et sa bestie Natasha Romanoff sur les traces d'un Steve Rogers contrôlé par la chambre rouge du film Black Widow que j'ai adoré au passage. La bataille au cœur de la ville inspirée d'Indiana Jones était également incroyable tant dans les jeux de lumière que dans les chorégraphies de combat. Une superbe virée entre filles en somme. Ça manquait de testostérone tout ça. Le sixième épisode était quant à lui une belle surprise car bien qu'il ait introduit un personnage totalement inédit dans le lore de Marvel, son intrigue était la plus intéressante de toute la saison. C'est ainsi qu'on découvre l'amérindienne Kaori qui au contact du Tesseract va développer des pouvoirs cosmiques qui vont lui permettre de repousser l'invasion espagnole et comme Pocahontas marquer l'histoire de son monde. Le septième épisode était tout aussi intéressant avec Ella qui fut bannie sur Terre par Odin au lieu du royaume des morts dans la timeline principale où elle va rencontrer le porteur des 10 anneaux et futur père de Shang-Chi à qui elle a visiblement tapé dans l'œil. Sa quête de rédemption et sa romance avec le seigneur chinois étaient beaucoup plus prenantes et mieux écrites que le film dont elles sont tirées. C'est quand même fou, hein? Et que dire de leur tandem contre Odin? Juste magnifique. Le genre de péripéties qu'on n'aurait jamais pu imaginer, mais qui font tellement sens lorsqu'elles sont bien exécutées. Dommage que l'épisode suivant n'ait pas été dans la même lignée. Il est confus, ennuyeux et met en scène des personnages sans grande substance. Mais le plus énervant, c'est la soudaine proximité entre le Captain Carter, invoqué depuis son univers, et le Watcher, à qui elle parle comme si c'était son camarade. Eh, je vous entends, vous savez. Attendez, quoi? Vous m'entendez? Toute l'aura divine qui l'entourait jusque-là a été balayée du revers de la main à cause d'une obscure volonté de mettre en avant un personnage féminin qui a pour seul mérite d'exister. Et c'est bien dommage. C'est ainsi que cette saison en dents de scie nous livre un final dont l'intrigue arrive de manière beaucoup trop brusque et forcée. On apprend alors que le Docteur Strange, qui était censé avoir appris de ses leçons dans la saison précédente, s'est tout d'un coup remis en quête de son
absurde objectif de ressusciter sa bien-aimée et son univers au passage. Comment est-ce possible d'autant faire une fixette sur une seule personne alors que tu as une infinité de femmes différentes à ta portée et même des versions alternatives de cette dernière? Bref, il fallait un grand méchant pour conclure la saison en apothéose. Et pour le coup, on a été servi. Fan service à gogo avec une battle royale entre tous les personnages surpuissants introduits jusque-là, la Deus Ex Machina Kaori qui neutralise en un mouvement l'équivalent du grand méchant de la saison précédente, et ça. Même le plus grand Kikou fanboy de Marvel avouerait que c'est abusé. N'empêche que le combat final reste une dinguerie avec l'attaque finale du chouchou des réalisateurs que j'ai nommé l'Infinity Punch. Ah, c'était jouissif. Finalement, Strange réussit à ramener son univers et sa bien-aimée en échange de sa vie, telle une douce rédemption pour l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Et c'est ainsi que la saison 2 de What If prit fin, avec une Peggy Carter devenue la camarade de bac à sable du Watcher et un superbe clin d'œil à la fin de la saison 2 de Loki. C'est quand même incroyable la manière dont le MCU s'est dégradé avec le temps. Mais comme vous avez pu le voir, même avec ses défauts inhérents au choix de Disney, What If a malgré tout réussi à garder la tête hors de l'eau et à conserver son statut de meilleure série du MCU. Ce n'est pas un débat. Merci d'avoir suivi cette longue review avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine pour la découverte d'une nouvelle pépite. C'était Narobase.